Allô, ça marche? Oui, c'est bon. Très bien. Merci pour cet accueil et merci pour l'invitation. Euh, Qu'est-ce que c'est le RAR? Brièvement, hein. Le RAR, comme ça a été dit par Agathe, réseau d'action, très important. Action. On n'est pas là juste pour réfléchir, mais on essaye d'agir contre l'antisémitisme, évident, et contre tous les racismes, très important. Pour nous, on y reviendra tout au long de cet après-midi, la lutte contre l'antisémitisme est une partie spécifique, mais une partie de la lutte contre tous les racismes. Et d'ailleurs, on essaye toujours d'associer cela. Après, on verra les difficultés parce qu'il ne suffit pas de le proclamer pour que ça soit vrai. Bon. On s'est créé, je pourrais parler moi aussi de moi-même, mais ce n'est pas c'est pas l'occasion. En tant que militant antiraciste, j'ai été très actif en soutien, et le suis encore, en soutien des sans-papiers, d'autres, beaucoup de causes antiracistes. Et je vais vous raconter une toute petite anecdote. Euh, ma, Mon bouleversement quand l'abbé Pierre, dont on parle beaucoup actuellement, s'est mis à faire des déclarations antisémites en défense de Roger Garaudy. Roger Garaudy, un philosophe ancien de gauche qui ensuite bon, a évolué et dérivé et qui s'est mis à devenir négationniste, notamment sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et tout d'un coup, l'abbé Pierre, mis, dont il était l'ami ou je ne sais quoi, a non seulement l'a soutenu, mordicus, mais a surenchéri sur ses propres déclarations. Et là, moi qui connaissais l'abbé Pierre comme quelqu'un qui était toujours présent aux côtés des sans-papiers, des luttes sur le logement, il y a quelque chose qui m'a vraiment lourdement interpellé. Je me suis mis à travailler sur cette question. Euh, et j'ai découvert des tas de choses. Et voilà, l'histoire du mouvement ouvrier, de la lutte contre l'antisémitisme, les difficultés, les problèmes, etc. Et donc, il y a, je dirais, une espèce quand je vois maintenant tout ce qu'on découvre sur l'abbé Pierre, c'est très bien qu'on le découvre et que ça soit à ce point rejeté, mais en même temps, je me dis à l'époque, quand il a fait ses déclarations antisémites, vraiment dégueulasses, ça n'a pas empêché qu'il continue à être une icône. Bien, pour nous, donc, le RAR essaye d'agir dans tous ces domaines. On dira, on répétera, vous pourrez regarder sur notre site, puisqu'on publie des tas de choses, des tas d'actions. En tout cas, notre présence ici aujourd'hui est une continuité. Il a déjà été mentionné le 5 octobre dernier avec des centaines de personnes qui étaient rassemblées dans le patio. Et pour nous, ça a été quelque chose de très fort de pouvoir s'adresser à cette assemblée de militants et de militantes CGT et de parler de cette question de l'antisémitisme avec des débats, bien sûr, et des contradictions et des questions et des interventions et des incompréhensions et des tas de choses. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et puis ensuite, il y a une suite aussi le 9 novembre de l'an dernier. Le 9 novembre, chaque année, avec l'association Mémorial 98, nous commémorons la nuit de cristal, c'est-à-dire la première euh, attaque de violence terrible des nazis contre les juifs d'Allemagne, les synagogues brûlées, des gens assassinés, etc. Qui a été, la France est un des pays qui a le moins protesté contre cette nuit de cristal. Donc chaque année, nous nous réunissons devant le gymnase Japy, puisque c'est un lieu où des juifs ont été internés pendant la guerre. Et Sophie Binet nous a fait l'honneur de venir et de prendre la parole lors de cette commémoration. Et puis ensuite, on a continué aussi le 21 janvier, puisque nous avons participé à la manifestation antiraciste qui est partie du Trocadéro et qui était quand même très largement à l'appel des organisations syndicales. Et enfin, l'an dernier, nous avons tenu un grand meeting le 23 mai dernier. Tout ça est sur notre site, hein, vous pourrez le voir,
nous avons demandé et nous avons été absolument ravis de pouvoir le tenir dans la grande salle de la Bourse du Travail de Paris, grâce à l'UDCGT de Paris qui a bien voulu mettre cette salle à notre disposition et meeting qu'on a tenu avec nos camarades de Golem et d'autres associations. Je tiens à dire quelque chose qui est peut-être délicat à dire. Le RAR n'est pas une organisation de juifs. Ça n'est pas une organisation juive. Ça ne figure pas ni dans ses déclarations, ni dans sa composition. D'ailleurs, même notre délégation aujourd'hui, qui n'est pas énorme, puisqu'on respecte votre cadre de travail, est, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, mixte. Et il y a parmi nous des juifs, des non-juifs, des gens de toutes nationalités, de toutes origines. Pour nous, le combat contre l'antisémitisme et tous les racismes transcende bien évidemment. Ça n'est pas une histoire de juifs. De la même manière que la lutte contre le racisme n'est pas une histoire de racisés, de la même manière que la lutte contre l'homophobie n'est pas une histoire d'homosexuels, etc., etc. Les violences sexuelles et sexistes, je pourrais multiplier à l'infini les exemples. Donc c'est une spécificité à laquelle nous tenons et on est tout le temps dans la volonté, on ne veut surtout pas être dans notre précaré. Ah, nous, on s'occupe de l'antisémitisme. Vous verrez tout au long de l'exposé que notre démarche est inverse. On veut que ça soit partagé, repris, récupéré. Et si un jour on pouvait arrêter le rare parce que la lutte contre l'antisémitisme aurait été intégrée fortement dans la lutte contre le racisme, eh ben on se retournerait chacun vers nos autres activités antiracistes. Merci. Alors, Menton, oui, c'est ça. Alors, l'antisémitisme, si on parle d'antisémitisme et tous les racismes, c'est parce qu'on considère que l'antisémitisme est la matrice des haines racistes dans les sociétés occidentales. Qu'en fait, toutes les autres haines racistes sont partie de cette haine contre l'antisémitisme qui est née en fait dès l'Antiquité, parce qu'en fait l'antisémitisme plonge ses racines dans l'Antiquité. Mais c'est surtout au Moyen Âge, en Europe et notamment en France, qui va s'intensifier dû aux relations conflictuelles avec les autres monothéismes. Donc, il ne faut jamais oublier les origines religieuses de l'antisémitisme, parce que même si de nos jours nous vivons dans des sociétés sécularisées, ces origines religieuses de l'antisémitisme perdurent, en fait, elles perdurent dans des préjugés. Le christianisme va inscrire l'hostilité envers les juifs et les juives dans sa foi, dans ses pratiques, dans sa culture. Et donc, nous, en 2024, on hérite aussi de ces préjugés. La première accusation qui est faite contre les juifs et les juifs par les chrétiens, c'est l'accusation de peuple déicide. Parler de peuple déicide à propos des juifs et des juives, c'est antisémite. C'est rentré dans la Vulgate chrétienne, puis catholique et protestante, et ça reste encore de nos jours, parce qu'on entend encore cette accusation dans des discours publics. L'autre chose qu'on voit dès le Moyen Âge s'exprimer en termes d'antisémitisme, c'est le complotisme, notamment avec les accusations de meurtre rituel. La première occurrence, c'est en 1144, en Angleterre, au moment de la Pâque juive. Il y a une affaire où, en fait, un moine chrétien accuse un juif d'avoir tué, fait un meurtre rituel contre un enfant chrétien. Euh, ça se passe au moment où il y a les croisades. En fait, cette expression des meurtres rituels, elle va vraiment exploser au moment des croisades. Et ce qui explique un historien comme Léon Poliakov, c'est que vraiment, les croisades ont été un moment de passion déchaînée où il y a eu il y a eu des pogroms, notamment en Allemagne. Mais cette accusation de meurtre rituel, elle continue encore de nos jours. On la voit par exemple dans des fake news autour de l'adénochrome, qui est une drogue qui serait issue du sang d'enfants sacrifiés. Donc cette idée que des juifs et des juifs sacrifieraient des enfants pour prendre leur sang et
pour faire soit des drogues ou au Moyen Âge, c'était pour les mettre dans le pain azim, ça existe toujours de nos jours. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une continuité de l'antisémitisme ancrée dans les mentalités, dans les préjugés, dans les pratiques au Moyen Âge et qui continue à perdurer. Après le concile de Latran en 1215, on assiste à une multiplication de mesures discriminatoires envers les juifs et les juives. On impose un système de marquage avec par exemple le port de la rouelle, qui est une étoffe colorée, rouge et jaune, afin de les distinguer facilement. Et donc ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce qui s'est passé pendant le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les insignes aussi qu'on leur imposait. Donc là encore, rien n'est nouveau. Il y a une forme de recyclage de vieilles pratiques discriminatoires. Euh, Après 1492, en Espagne, il y a l'expulsion des Juifs et des Juifs d'Espagne qui est décidée par le pouvoir royal. Et on voit à ce moment-là naître un antisémitisme racial, ce qu'on appelle la limpieza des sangre. En fait, il y a des statuts de pureté du sang qui sont imposés à ce moment-là, qui excluent les Juifs, y compris les Juifs convertis. Et donc là encore, on voit qu'il y a eu des que ce vieil antisémitisme a continué jusqu'à très récemment, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, le génocide des Juifs et des Juives par les nazis était un génocide sur des fondements raciaux. Les Juifs qui avaient été convertis au christianisme étaient aussi arrêtés, déportés, envoyés dans les centres de mise à mort. Tout au long de cette longue histoire de l'antisémitisme au Moyen Âge, ensuite à l'époque moderne, on a une histoire des diasporas juives. On voit que l'antisémitisme se traduit à chaque fois par des mesures d'exclusion sociale, de distinction physique et aussi des pogroms, donc des massacres. On voit aussi que certains métiers sont interdits aux juifs. D'autres métiers que les chrétiens ne voulaient pas ou ne pouvaient pas exercer leur furent réservés, comme ceux liés à l'argent. Et là, vous voyez encore ce vieil antisémitisme qui lie, où on a des préjugés sur les juifs et l'argent. Ça vient d'une mesure, en fait, qui est une mesure d'une certaine manière discriminatoire, où on considérait qu'on laissait les métiers d'usurier, de banquier aux juifs et que c'était pas aux chrétiens de l'exercer. Merci. Vous voyez, on a le menton. Alors, tout cet aspect religieux, après l'émancipation des Juifs pendant la Révolution française, car la Révolution française, parmi toutes les choses extraordinaires qu'elle a fait, il y a aussi l'émancipation des Juifs, hein, le vote de leur intégration dans la nation. Donc, après cette reconnaissance partielle d'une égalité des droits, et malgré la régression qu'il y a eu pendant l'empire de Napoléon, Napoléon, je n'ai pas le temps de détailler, utilisait toute une rhétorique antisémite, d'une part, et d'autre part, voulait mettre les Juifs à sa botte, leur imposer toute une série d'organisations. Toujours est-il qu'au XIXe siècle, il y a un double mouvement. D'une part, les Juifs sont plus intégrés et prennent des positions dans la société française, et en même temps, commencent à venir les théories raciales, puisque le XIXe siècle, pas simplement à l'égard des Juifs, bien sûr, c'est le siècle des théories raciales, la classification des races. Il y a des races supérieures, les Européens, les Aryens, etc. Il y a des races inférieures, les Noirs, les Juifs, les... Bon. Et ce double mouvement qui fait qu'on ne peut plus tellement utiliser les arguments chrétiens, qui continuent bien sûr dans certains pays, notamment du côté du Vatican et de la papauté, mais qu'on ne peut plus utiliser tel quel, font que l'antisémitisme se tourne vers un aspect à la fois ouvertement racial et, et prétendument anticapitaliste. Hein. C'est-à-dire les Juifs désignés d'ores et déjà comme les gens, comme Frédéric l'a dit, les Juifs étaient interdits de posséder de la terre, donc ils ne pouvaient pas travailler la terre, et ils étaient poussés
vers des commerces, le commerce des vieux vêtements ou l'usure ou le prêt, en fait. Euh, et donc, il y a ce double discours, à la fois racial et à la fois prétendument anticapitaliste, illustré par toute une série de penseurs ou de gens qui étaient autour du mouvement socialiste au, au, au milieu du 19e siècle, pardon, et qui développaient tout un discours antisémite. Il y a le fameux livre d'un dénommé Thusnel, Les Juifs rois de l'époque. Et ça nous amène à l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus est un moment très important dans la société française. D'abord, je rappelle une parole de Maurice Barrès, le grand tenant du nationalisme. Il disait que Dreyfus est un traître, je le déduis de sa race. Donc, il n'y a même pas besoin de chercher. C'est un traître, évidemment. Et donc, pendant l'affaire Dreyfus, qui a été le grand moment où on discute de tout cela dans la société française avec une droite militariste, catholique, royaliste, qui est à 100% derrière l'armée et contre Dreyfus et qui appelle à le tuer. Euh, En même temps, la gauche a du mal à se bouger. Je dis souvent que Zola, Émile Zola, le grand Émile Zola, avec son J'accuse, a pris position avant Jean Jaurès. Et il y a la tentation de l'abstention dans une querelle entre bourgeois. Même les anarchistes, qui sont quand même bien mobilisés, au début, ils disent ah ben c'est une querelle entre les juifs bourgeois et l'armée bourgeoise aussi. Ça ne nous regarde pas. La sociale, mais les questions de justice, mais qu'on pourrait bien sûr élargir à toutes les questions de racisme ou d'oppression des femmes, ça ne nous concerne pas. Nous, on est uniquement concentré sur l'aspect social. Et il y a une date qui me et qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le 17 janvier 1898. Il y a un meeting antisémite qui se tient à côté de la place de la République, dans la salle dite du Vauxhall, qui existe, enfin, le passage du Vauxhall existe toujours. Je le dis parce que c'est juste en face de la Bourse du Travail de la rue du Château d'Eau. Vous pourrez regarder quand vous irez à la Bourse. Euh, et un certain nombre d'ouvriers parisiens, anarchistes, socialistes de gauche, antiracistes, décident qu'ils ne vont pas laisser passer ce meeting. Et ils se rendent sur place et ils réussissent à empêcher la tenue de ce meeting en se battant avec l'extrême droite rassemblée ce jour-là. Voilà pour ce 19e siècle, qui est vraiment le siècle qui prépare ce qui va se passer au 20e. Et le 20e siècle, vous voyez, on survole un peu, c'est l'époque des guerres et des génocides. Le 20e siècle commence par le génocide en Afrique des populations Herero et Nama dans le sud-est, en Namibie actuelle. Des dizaines de milliers d'Africains sont massacrés par la puissance impériale allemande qui était dominante, qui avait colonisé cette partie. C'est un génocide qui est certes peu connu, mais qui a déjà des correspondances avec ce qui va se passer ensuite. Et d'ailleurs, on trouve parmi les initiateurs de ce génocide, il y a le père du maréchal Göring, qui était un des grands proches de Hitler et dont on connaît le rôle dans la Shoah. Puis, deuxième génocide, les Arméniens, pendant la guerre de 14-18, massacrés, pourchassés, déportés par l'Empire ottoman. Et pas tellement l'Empire ottoman, pardon, je dis une bêtise, par ceux qui avaient renversé l'Empire ottoman et qui étaient les nationalistes turcs. Et là aussi, on voit des choses, beaucoup de génocides se ressemblent. Pourquoi? Parce que la population qui va être massacrée est d'abord désignée, stigmatisée
chargés de culpabilité. On dit toujours, ah, on est obligé de se défendre contre cette population. Par exemple, les Arméniens, ceux qui les ont massacrés, on dit, ils vont s'allier avec la Russie contre la Turquie. Et donc, pour empêcher cela, il faut d'abord qu'on prenne des mesures défensives. C'est quelque chose qu'on a retrouvé sur les Tutsis, sur les Juifs, etc. Et après, donc, la Shoah. Mais encore une fois, ça a été préparé au 19e. Et la Shoah, moment qui reste encore, je ne dirais pas mystérieux, mais enfin un moment incroyable de l'histoire de l'humanité, où dans toute l'Europe, de Corfou en Grèce, au sud-est de l'Europe, jusqu'à la Norvège, en passant par la France, la Hollande, tous les pays d'Europe de l'Ouest, puis à l'Est, tous les pays, l'Allemagne, la Pologne, enfin bref, les gens, des Juifs, sur critères raciaux. Ça n'est pas du tout une histoire religieuse, contrairement à ce qu'a dit récemment un dirigeant de la gauche qui a parlé d'un problème religieux, que les Juifs avaient été tués en raison de leur religion. Non, c'est leur race. Les Juifs convertis, les Juifs catholiques ont été tout autant massacrés. C'est dans le sang. Et donc, les nazis, pareil, l'argumentation est la même. En janvier 1939, au Reichstag, Hitler dit, si les judéo-bolcheviks réussissent à faire déclencher la guerre qui venait, eh bien, qu'ils sachent que ça ne sera pas le peuple allemand qui sera exterminé, mais c'est le peuple juif qui sera, enfin le peuple, les juifs qui seront exterminés. Donc il annonce clairement la couleur. J'arrête là sur la partie historique peut-être et je continue sur quelque chose dont Frédéric a déjà parlé, la question du complotisme. Le complotisme, l'idée que tout est manipulé, qu'il n'y a rien de vrai, etc., bon, est un poison de notre époque. Évidemment, augmenté par ce qu'on appelle communément les réseaux sociaux, les fakes, tout ce que vous voulez. Mais le complotisme, c'est quelque chose de très ancien, très, très ancien. Ça remonte déjà à la Révolution française, puisque les contre-révolutionnaires, l'extrême droite a toujours dit que la Révolution française était un complot des francs-maçons, de je ne sais qui, des juifs bien sûr, et de l'étranger, que ce n'était pas possible autrement. Déjà avant, il y a eu le complotisme très fort qu'on a retrouvé, je vais en dire un mot, au moment de la peste noire qui a dévasté l'Europe et qui a tué des millions de personnes. Il y a eu cette idée qu'il y avait des gens qui empoisonnaient les puits. Qui étaient ces gens? Évidemment, les Juifs. Pourquoi les Juifs? Parce que c'était une population à part et parce que eux-mêmes avaient des habitudes de toilette plus fortes pour des raisons rituelles, avant la prière, avant le repas, l'obligation de se laver les mains, etc. Et donc, ils avaient éventuellement un taux de mortalité moins forte, et donc ça les désignait obligatoirement. Je le dis parce que cette question de la santé et de quelque chose qui répand les maladies est revenue très fort avec le Covid. Là, récemment, il y a 2 ans, on a vu des images et on a vu des pancartes, on a vu des images d'Agnès Buzyn, quoi qu'on pense d'Agnès Buzyn, en train de jeter du poison dans un puits. Elle était ministre de la Santé. Et on a vu ces fameuses pancartes, je pense que vous les avez vues, ces immenses pancartes qui disaient qui. Vous savez que ce mot d'ordre qui a été lancé par un général putschiste de Delverde à la télévision. Il disait tout ça est manipulé par la population qu'on connaît. Et quand on l'a interrogé sur de qui il parlait, il a dit vous savez bien qui, ceux dont on ne peut pas parler. Et dans les manifestations à propos du Covid, en France et aussi en Allemagne, il y avait à la fois ce phénomène extrêmement choquant de gens qui se collaient des étoiles juives pour dire ceux qui refusent le vaccin, c'est comme les juifs qui ont été exterminés.
Et surtout, il y avait ces pancartes qui, avec des noms parfois, qui visaient à expliquer que c'était bien entendu les Juifs qui avaient à la fois répandu le Covid et à la fois étaient à l'origine du vaccin anti-Covid et de tout ce qu'on lui attribuait comme catastrophe sanitaire. C'est vraiment très pernicieux, on a presque du mal à le croire, mais c'est l'absolue vérité, réalité. Je le dis d'autant plus que c'est un domaine que je connais, le domaine médical, et j'ai vu ça et je me suis dit, mais c'est pas possible. Le retour, Frédéric en a parlé en disant, il n'y a pas de nouvel antisémitisme. Il y a le recyclage. C'est, pour quelqu'un qui étudie ça, des fois, on est stupéfait par la reprise, le recyclage, évidemment avec des nouveautés à chaque fois, mais le recyclage de théories, de thèmes complotistes, antisémites, qui reviennent à travers les siècles. Le protocole des sages de Sion, un faux absolu, repompé sur la propagande tsariste, qui s'y connaissait bien en antisémitisme, qui a inventé les pogroms, et qui a été recyclé, et qui continue à être utilisé. En plus, il y a le mot Sion dedans, donc Sion, sioniste, etc. C'est le texte complotiste antisémite le plus diffusé dans le monde. À propos du Covid, juste une question, peut-être qu'on y reviendra, ou est-ce qu'on a bien mesuré la gravité de ce qui s'est passé à l'époque? Nous, en tant que RA, nous avons alerté, nous avons écrit aux organisations syndicales, aux organisations politiques, aux organisations, en disant attention, les manifestations contre le pass sanitaire, quoi qu'on en pense par ailleurs, sont infestées de gens qui portent ces messages complotistes et autres. Ne défilez pas avec eux, expulsez-les, refusez de marcher à leur côté. On a été entendu parfois et pas entendu parfois, au point qu'on a été amené nous-mêmes à prendre nos responsabilités, à organiser un rassemblement, d'abord à multiplier les déclarations sur ce thème, qui a été, c'était pas qu'en France, hein, c'est dans le monde entier, ça, aux États-Unis, Trump. Et on a été amené à prendre nos responsabilités, à organiser un rassemblement sur ce thème en janvier 2019. Et ça, j'en viens donc tout à fait naturellement à mon point suivant. L'antisémitisme, c'est un anticapitalisme de pacotille. C'est un poison pour le monde du travail. C'est vraiment un poison absolu, comme le racisme, comme le sexisme. L'idée que le problème, ce n'est pas le système capitaliste, ce n'est pas l'exploitation, que ce n'est pas le patronat, mais que c'est les juifs. Le problème, c'est Rothschild, mais ce n'est pas Bolloré. Le problème, c'est Georges Soros, mais ce n'est pas Bernard Arnault. Et je pourrais multiplier les exemples. C'est Patrick Drahi, mais ce n'est pas Bolloré, encore une fois. Donc, c'est un véritable poison et, encore une fois, ça n'est pas réservé à l'antisémitisme. Pareil pour le racisme. Le problème, ça n'est pas, je dirais, le système, encore que le système, ce n'est pas une expression tout à fait. Il faut toujours expliquer le système capitaliste parce que le système, comme thème, a été beaucoup utilisé par l'extrême droite. Das System, disaient les nazis. C'est mystérieux. Donc, c'est vraiment un poison mortel pour le mouvement ouvrier, pour la gauche et pour l'émancipation. Désigner une population, un corps social comme responsable de la mauvaise marche du monde, c'est quelque chose qui détruit la solidarité et qui finalement travaille pour l'extrême droite. Mais on dit que, évidemment, la lutte contre l'antisémitisme et l'antisémitisme lui-même, c'est quelque chose, et on va l'illustrer après, Frédéric va l'illustrer, euh, est quelque chose qui a à voir avec tous les racismes, mais il y a une spécificité, et il faut la regarder en face. La question de parler de l'antisémitisme, il y a une gêne.
moi-même, qui suis un militant antiraciste depuis assez longtemps, regardez mes cheveux blancs, et qui m'applique à travailler contre l'antisémitisme, je l'ai rencontré à de très nombreuses reprises, cette gêne. Pourquoi est-ce qu'il parle de l'antisémitisme? Qu'est-ce qui lui arrive? Euh, Est-ce qu'il est juif? Est-ce qu'il n'est pas juif? Euh, Récemment, dans la situation récente, plusieurs de mes amis qui ne sont pas juifs et qui ont parlé de l'antisémitisme pour expliquer leur opposition ont eu cette remarque. Ah tiens, je ne savais pas que tu étais juif, toi, alors que rien à voir. Il y a cette gêne à la fois de parler, n'est-ce pas? Il y a cette gêne à en parler, à la fois, est-ce que ce n'est pas une manière de défendre certains capitalistes, Rothschild, et à la fois, est-ce que ce n'est pas une manière de défendre le gouvernement israélien? Parce que il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Cette question, on discutera certainement, existe. Mais quand on parle de l'antisémitisme, on ne parle pas de Netanyahou, on ne parle pas de l'occupation, on parle de l'antisémitisme. Mais il y a des gens pour qui parler de l'antisémitisme, c'est une manière de défendre ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer ou ce qui se passera ou ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Je te laisse la parole. Oui, m'entends. Euh, alors, le racisme et l'antisémitisme ont des trajectoires communes, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ce qu'on voit dans le dernier rapport 2023 de la Commission nationale des droits de l'homme, oui, bah, on m'entend là, non? Oui. Euh, donc, qui étudie sur un sondage annuel les opinions et les faits racistes et antisémites en France, c'est que l'année dernière, il y a eu une poussée inédite des opinions identitaires, racistes et xénophobes, et qu'il y a eu une explosion de l'antisémitisme, mais un recul de la tolérance, mais pas juste vis-à-vis des juifs et des juives, aussi vis-à-vis d'autres minorités. Donc, l'indice de la tolérance relatif aux juifs et aux juives a chuté, c'est celui qui a le plus chuté en un an, avec une baisse de 4 points, mais il y a eu aussi une baisse de 1 point pour les personnes qui sont maghrébines et pour les personnes qui sont noires. Et il y a eu un recul de 2 points pour les personnes qui sont perçues comme musulmanes et de 3 points pour les personnes qui sont perçues comme tziganes, roms ou sintés. Donc en fait, ce qu'il faut jamais oublier dans la lutte contre l'antisémitisme et que tous les racismes, c'est qu'on ne peut pas marcher sur uniquement une des deux jambes. Les deux jambes, elles fonctionnent ensemble. Et quand il y a une explosion de l'antisémitisme, il y a toujours une explosion dans la traînée de l'antisémitisme de toutes les formes de racisme. Parce que, encore une fois, c'est un rejet, une haine de l'autre, de la différence dans la société. Ce qu'on voit aussi dans ce rapport, c'est que ce qui structure cet antisémitisme en France, c'est toujours les mêmes stéréotypes habituels des juifs et de l'argent, les juifs et le pouvoir. Et ça, il faut jamais l'oublier. Il n'y a pas en fait de différence entre un vieil et un nouvel antisémitisme. C'est toujours le même antisémitisme qui est réactivé. Nous, ce qu'on... oui, je vais te repasser la parole. Oui, oui, pardon. On alterne. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais je voudrais le répéter avec beaucoup de force. Pour nous, c'est au mouvement syndical, à la gauche, aux progressistes. Ah, pardon. Ah, c'est trop sous le menton. Là, c'est bon? OK, je parle sous le contrôle de Clément. Donc, pour nous, je voudrais le redire avec beaucoup de force devant cette assemblée, et on le dit tout le temps, c'est au mouvement syndical, à la gauche, aux progressistes, de prendre leurs responsabilités en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. On ne veut pas garder ça pour nous. Je l'ai dit tout à l'heure, même sous forme de plaisanterie, on ne tient pas à perpétuer pendant 150 ans le rare ou telle association. On sera ravis le jour où tout cela sera intégré dans un unique et grand mouvement antiraciste, à condition qu'on n'oublie pas, en effet, ni la lutte contre l'antisémitisme, ni la lutte contre l'homophobie, ni la lutte contre la homophobie que Frédéric vient de mentionner et qui est un point aveugle dans beaucoup de luttes antiracistes.
Mais la situation actuelle n'est pas celle-là, hélas. Actuellement, et c'est quelque chose qui nous fait mal, vraiment qui nous fait mal, c'est que c'est la droite, voire même l'extrême droite, qui apparaissent comme porteuses de la lutte contre l'antisémitisme. Et pour nous, c'est totalement absurde, choquant, terrible. Est-ce que ça n'est pas terrible de voir que le Rassemblement national, fondé par des Waffen-SS, enfin, je n'ai pas besoin devant des militants de rappeler ce que c'est, peut se prévaloir d'être celui qui défend les Juifs de France? C'est complètement choquant. Et malgré le fait qu'on a découvert à l'occasion des dernières législatives que plusieurs dizaines, sans doute même une centaine, de ces candidats ou suppléants étaient des antisémites, des négationnistes, des racistes violents, des pétainistes, et développaient toute cette propagande. Malgré cela, à cause, je le dis ouvertement et clairement, à cause des carences de la gauche et du mouvement antiraciste, la droite et l'extrême droite apparaissent comme ceux, faussement, tout ce qu'on veut, on peut se raconter, on peut se consoler, c'est de la propagande, mais c'est la réalité en même temps qui apparaissent alors qu'elles sont profondément racistes et profondément antisémites, elles apparaissent comme celles qui euh, sont en défense des juifs et qui attaquent la gauche sur ce thème. Vous êtes antisémite. Et donc, c'est une situation anormale qui nous fait très mal et de laquelle nous voulons sortir. Donc, nous, on dit souvent au RAR, on ne peut pas lutter contre l'antisémitisme avec des racistes. Et on ne peut pas non plus lutter contre le racisme avec des antisémites. Il faut vraiment mener la lutte contre toutes les oppressions de front, ensemble. Comme l'a dit Albert, l'antisémitisme est consubstantiel au Rassemblement national, à son histoire, à sa matrice idéologique. Dans les programmes du Rassemblement national jusqu'à encore récemment, Jordan Bardella parlait en mars 2022 d'interdire les viandes cachères et halal. Ça concerne les juifs, les musulmans. Il parlait aussi d'interdiction totale de signes religieux dans l'espace public, donc du voile et de la kippa. Donc le RN n'est pas l'allié des juifs et des juives. Ils ne luttent pas contre l'antisémitisme. Ils ont juste masqué leur antisémitisme d'origine biologique pour utiliser des termes comme cosmopolite, pour s'attaquer à des figures comme Rothschild ou George Soros. Et ça reste vraiment un fondamental. Donc vraiment, ça, il ne faut jamais l'oublier. On ne lutte pas contre l'antisémitisme avec des racistes et des antisémites comme le RN, de même qu'on ne lutte pas contre les racismes avec des antisémites. Nous, on a une demande particulière aux forces rassemblées de la gauche et du NFP. C'est vraiment qu'il faut engager une grande campagne d'éducation, de sensibilisation, de mobilisation contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. Parce que ce qu'on voit, c'est que ça traverse toute la société. Et comme on vous l'a montré, c'est ancré depuis des siècles, comme le sexisme, comme les LGBTQIA+ phobies, comme le validisme aussi, toutes ces oppressions, comme toutes les formes de racisme, elles sont ancrées en nous, elles nous traversent. On peut être traversé de préjugés, on peut être des monsieur et des madame Jourdain de l'antisémitisme ou du racisme ou d'autres formes d'oppression sans même s'en rendre compte, juste parce qu'on a des préjugés. Et donc ces préjugés, il faut les connaître, savoir les reconnaître et ensuite les combattre. Partout, tout le temps, c'est une lutte qu'on ne peut jamais abandonner, on ne peut jamais baisser la garde face à l'antisémitisme, toutes les formes de racisme ou d'oppression. Merci beaucoup, Albert et Frédéric. Je sens un applaudissement.